Au nom de la loi, et souvent, eh bien, il est de bonne loi, c'est le cas de le dire, de faire à la fin d'une année, eh bien, un peu le bilan. Et généralement, bien, nous, ici, avec Maître Thibault du Manoir de Juet, nous aimons bien, et plus précisément, j'aime bien quand il vient nous donner, vous donner, finalement, le bilan, mais de l'année passée, mais en début de l'année suivante. Je m'explique avant tout d'abord, eh bien, qu'il puisse nous accueillir dans son émission. Bienvenue, maître. Eh bien, merci de votre accueil, Jérôme. Alors, je disais que vous aimiez bien finalement prendre un petit peu ce pas de côté, cette prise de recul. Là, en l'occurrence, ça serait de faire un peu le bilan 2025 des décisions impliquant le CNAPS. Alors, quel bilan global on pourrait tirer des décisions rendues en 2025 par les juridictions administratives? Alors, en fait, ma démarche a été de voir quel était le nombre de décisions rendues. Alors, il y a d'abord un premier chiffre qui m'a frappé. C'est le nombre de décisions de première instance. Et le nombre de décisions de première instance, c'est grosso modo un peu plus de 1000 décisions. Et ce qui est Important. ça représente le contentieux essentiellement de personnes physiques. Alors, je reviendrai à peu près sur le détail personnes physiques, personnes morales. Et on a ensuite le taux d'appel. Et le taux d'appel est extrêmement faible. Alors, je me suis livré à des conjonctures, des hypothèses. Et au fait, on est face à des agents de sécurité qui soit n'ont pas pu avoir leur carte professionnelle, soit se la font retirer, soit n'ont pas accès à la formation. Enfin, vous connaissez bien toutes les conditions d'accès. Et pour eux, supporter un litige pendant plusieurs années, de quoi vivent-ils? Et puis après, il y a le coût des procédures qui doit être assez prohibitif. Alors j'ai fait une petite analyse en distinguant les personnes morales et les personnes physiques. Alors sur les personnes morales, j'ai trouvé 77 décisions en cours d'appel. Et les analyses que j'ai faites ne me permettent pas de savoir si c'est le CNAPS qui a fait appel ou si c'est les personnes morales. Donc, par contre, à 56%, à peu près, alors, je vous donne des ordres de grandeur, hein, ça peut être 57, ça, l'appel rejette ou confirme la décision de première instance. Donc, c'est quand même pas mal. Elle à 20% à peu près. Elle annulerait la décision de première instance. Et puis, il y a un no man's land avec 13 ou 15%. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un problème de procédure ou la requête est irrecevable? C'est probable. Et puis, il y a des désistements parce que la problématique n'intéresse plus, parce que, etc. Et qui sont aussi aux environs de 15%. Mais donc, par rapport aux chiffres que proclame le CNAPS dans ses rapports, je trouve un delta assez important. Donc le chiffre, le CNAPS a tendance à dire il y a 95% de nos décisions qui sont confirmées par la juridiction. Et moi, je suis quand même sur des montants différents. Alors, est-ce que c'est ma base d'analyse? Est-ce que c'est mon analyse? Ou est-ce que c'est eux qui avancent des chiffres? Et si jamais ils m'entendent, peut-être qu'ils apporteront la démonstration contraire. J'ai l'impression qu'il y a grosso modo une trentaine de pourcents de décisions du CNAPS qui sont annulées. Juste aujourd'hui, vous, quel principal conseil juridique vous pourriez donner aux professionnels de la sécurité privée pour éviter justement potentiellement soit un contentieux, soit de se retrouver avec ces problématiques-là? Alors, il y a dans le Code de la sécurité intérieure, il y a une disposition qui est extrêmement large, qui vous dit que les entreprises de sécurité doivent respecter les lois et règlements. Pas ça le texte, mais c'est un peu de choses près. Et ce qui veut dire que le CNAPS dit, je vais contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur. Et le CNAPS, par exemple, va s'arroger le droit de... Enfin, s'arroger, c'est pas le terme, puisqu'ils ont le droit, va contrôler, par exemple, tout ce qui concerne le droit du travail. Et on a des contrôleurs du CNAPS qui sont dévoués, qui ont certaines compétences, mais qui ne sont pas formés au droit du travail. Ce qui peut susciter des contentieux. Dans ceux que j'ai eu abordés, j'ai eu des problèmes de temps de travail où on disait votre agent de sécurité a fait tant d'heures. Et là, en face de moi, j'avais un agent qui était incapable de comprendre entre le temps de présence et le temps de travail effectif. Ou des choses comme ça. Mais il y a quand même on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas avoir une formation, même si on est dévoué et investi, sur tout. Et je pense que le CNAPS devrait peut-être réduire
ces fonctions à contrôler vraiment ce qui est sécurité privée, les cartes d'agents, enfin tout ce qu'on peut, éventuellement les textes propres à la sous-traitance. Et encore là, on pourrait en parler. Qu'est-ce que la sous-traitance? J'aimerais bien qu'il y ait des contentieux qui s'ouvrent là-dessus, parce que dans les dossiers que j'ai pu voir, on était plus en phase de prêt de main-d'œuvre, licite ou illicite, qu'en phase de sous-traitance qui faisait tomber l'application du Code de la sécurité intérieure. Bon, en tous les cas, merci encore une fois de nous avoir éclairé sur ce bilan, vous l'aurez compris, 2025, des décisions juridiques impliquant notamment le CNAPS. Merci, Maître, d'avoir été avec nous. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté, mais c'est une présentation qui est quand même très, très brève. Oui, mais donc, c'est... Alors, au point de vue longueur, c'est presque une présentation TikTok, et c'est là où je vois le modernisme des news de sécurité. Alors, c'est peut-être une idée. Tiens, d'ailleurs, donnez-nous votre avis. Est-ce qu'on ne devrait pas faire de temps en temps une émission au nom de la loi plus longue, permettant d'avoir un traitement plus vaste, plus en profondeur peut-être, même si, encore une fois, tous les propos que vous tenez, que vous nous apportez, ont de la profondeur et nous permettent justement d'avoir une vision et de nous faire une idée. Il y a un point qui serait intéressant, c'est de voir sur quoi portent les contrôles du CNAPS. Alors, il y a une charte du contrôle, comme ça existe en matière fiscale, et puis il y a les thématiques de contrôle. Donc, il y a des éléments qui sont évidents, comme le port de l'uniforme, etc. Et puis, voir en droit du travail, c'est par exemple ce qui est un peu le cheval de bataille du CNAPS actuellement, c'est ce qui retient l'attention des contrôleurs du CNAPS. Il y a le problème des horaires. Bon, je ne parle pas du travail dissimulé, parce que ça, c'est normal et archi-normal qu'on le poursuive. Mais après, dans l'application des sanctions, le droit du travail est quand même très complexe. Puis on a les contraintes clients. Et ça met, dans bien des dossiers, les sanctions m'apparaissent disproportionnées. Et le tournant un peu de 2025 du CNAPS, et qu'on a avec la fameuse décision protectime du Conseil d'État, c'est attention à la proportionnalité entre la faute constatée, reconnue ou contestée, et la sanction prononcée. Et je pense qu'il faut aller vers un équilibre qui soit beaucoup plus prononcé. Et si vous comparez avec la CNIL, comme ça, vous percevez que l'approche face aux entreprises est quand même très différente dans un cas et dans l'autre. L'approche, en tous les cas, reste la même sur au nom de la loi. Être pédagogique, vous permettre de comprendre, d'avoir des éléments de langage. Merci, Maître. Merci beaucoup et à très bientôt. Et à très vite sur le plateau de Au nom de la loi. Au revoir.